Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Point Littérature. Je suis ravie de vous retrouver. Et pour fêter un retour qui semblait ne jamais arriver, aujourd'hui on va parler du maître de l'horreur, du maître du paranormal, voire du fantastique, Stephen King. Je tiens quand même à préciser que, après avoir passé plusieurs heures sur les blogs de fans de Stephen King, je peux quand même attester officiellement qu'on ne dit pas Stephen King mais Stephen King. C'est également dans ces forums que j'ai retrouvé un maximum d'informations à propos de Stephen King. Vous connaissez forcément Stephen King et même si vous n'avez pas lu un de ses livres, vous avez au moins vu un des films tirés de l'un de ses livres. Si je vous parle de Shining, de Ça ou encore de Carrie, normalement, vous savez de quoi on parle. Stephen King est un auteur extrêmement ancré dans la culture populaire. Et on peut dire qu'à l'origine, c'était assez mal parti. Mais comment et pourquoi on passe d'un genre qui est extrêmement critiqué? Comment est-ce qu'il a fait ce monsieur? Allez, c'est parti, on va répondre ensemble à toutes ces questions. Stephen King est né le 21 septembre 1947 à Portland, aux États-Unis. Il est donc du signe astrologique de la Vierge, ce qui explique donc son état psychologique assez bancal. Il a grandi et a même fait ses études dans le Maine et il est le deuxième enfant d'une famille qui malheureusement finira par se briser après le départ du père de Stephen. Plusieurs sources indiquent que Stephen King aimait depuis tout petit lire et il aimait particulièrement imaginer tout plein d'histoires. Il entre donc à l'université en 1966 où il va développer ses connaissances en littérature. C'est également durant ses études universitaires qu'il va rencontrer dans les allées de bibliothèque celle qui deviendra par la suite sa femme, Tabitha Spruce, aka Madame King. Ensemble, ils vont avoir 3 enfants, Naomi, Joe Hill, c'est pas son vrai prénom, et Owen. Les 2 garçons vont devenir écrivains et Naomi va devenir révérende. Comme tout écrivain à succès, mais également comme tout artiste à succès, Stephen King va rencontrer un vrai souci dans le fait de se faire publier. Un peu comme J.K. Rowling, en fait, il va envoyer plusieurs de ses manuscrits à plusieurs éditeurs différents, et malheureusement ces derniers ne vont pas forcément l'accepter. On peut également se poser la question de pourquoi ces manuscrits ne sont pas acceptés. Moi j'ai pas d'explication hormis celle du fait que c'était le genre qui était problématique encore à cette époque et qui n'était vraiment pas accepté. C'est compliqué, je pense, quand on est une maison d'édition. Je les défends pas du tout après parce qu'au final il y en a beaucoup qui se sont assis sur des milliards d'euros. Je pense que c'est compliqué dans la mesure où porter un texte, porter un auteur, c'est évidemment le défendre malgré les critiques, malgré le reste. Et je pense que beaucoup de maisons d'édition, déjà de 1, n'étaient pas ouvertes à ce genre de littérature, mais également n'avait pas envie de se mouiller, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut savoir que Stephen King, avant de publier des romans, il publiait déjà des nouvelles. Il avait publié sa toute première nouvelle à 14 ans et par la suite, en fait, il a publié dans plusieurs magazines comme Playboy. Me demandez pas d'explication, j'ai pas d'explication, mais comme Playboy, et en fait, ça faisait déjà pas mal jaser, ça avait plutôt un bon succès. Malheureusement, c'est pas en publiant des nouvelles à travers des magazines qu'on peut vivre de son écriture. Lui, c'était pas son but et évidemment, c'est quelque chose dont il avait toujours rêvé. Et en parallèle, il vivait une situation financière assez compliquée. Alors évidemment, ils n'étaient pas à plaindre. Maintenant, on est dans une société américaine où tout coûte cher. Et forcément, on peut dire qu'il roulait pas non plus sur l'or. Il fallait absolument avoir un travail stable, un travail fixe, avec un revenu stable du coup, qui lui permette justement de pouvoir se nourrir, payer les factures, etc. C'est donc en 1974 que, après avoir essuyé plusieurs refus de plusieurs éditeurs, un éditeur, lui, va accepter de publier Carrie. Cet éditeur, c'est Doubleday, et Doubleday va changer littéralement la vie de Stephen King. En fait, ils vont vendre en grand format pas mal d'exemplaires, mais ce qui va vraiment changer leur donne, c'est la sortie de la version poche. Donc en fait, Stephen King, il va quitter son boulot et il va donc se mettre à écrire à plein temps. Et c'est en 1976 que Carrie va débarquer en France. Chez Gallimard, ça va entre J.K. Rowling et Stephen King, on est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, que Stephen King est passé chez Albin Michel en France. Carrie devient donc un immense succès, comme je l'ai expliqué, à la sortie de la version poche en 1976, mais également avec la sortie du film sorti la même année et réalisé par Brian De Palma. Si vous ne connaissez pas, Carrie raconte l'histoire d'une collégienne qui s'appelle donc Carrie, qui est malheureusement harcelée par les gens du collège, qui se fait un petit peu embêter à l'école. Mais Carrie, non seulement elle vit une vie pas très facile à l'école, mais également une vie pas non plus très simple.
chez elle. Elle vit avec une mère qui est un petit peu compliquée et qui forcément a des coups de folie, et donc Carrie est la principale victime, puisque on la voit dans certaines scènes être traînée par sa mère à la cave par les cheveux, ou encore sa mère qui se place près de Carrie et qui prie le Seigneur pour qu'il sauve l'âme de la petite fille. Donc on peut dire qu'elle vit pas forcément une vie très joyeuse, mais un beau jour, et un peu par miracle, le garçon le plus beau et le plus populaire du collège va l'inviter à aller au bal. Et à partir de là, on peut dire que bon, finalement, là on peut dire qu'il y a un petit peu de soleil à travers les nuages. Et en fait, comme dit si bien le film, cette soirée s'annonce être un rêve pour Carrie et un cauchemar pour les autres. Et en fait, on va vite comprendre que Carrie va chercher à se venger de tout le mal qu'on lui a fait. Et évidemment, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je vous laisserai aller découvrir cette œuvre si vous ne l'avez pas lue ou que vous ne l'avez pas vue. Je tiens également à préciser que c'est le premier film dans lequel on voit jouer John Travolta. John Travolta qui est le monsieur habillé tout en cuir dans Grise et qui danse. Voilà. À partir de là, les best-sellers s'enchaînent. En 1976... Waouh! En 1977, c'est au tour de Shining. Il sera donc publié au cinéma en 1980 par Stanley Kubrick. Ce film, je l'ai vu et il dure 2h20. Je peux vous assurer que c'est long. En fait, vous avez le temps d'avoir peur et vous avez le temps d'avoir une descente d'organes 3 secondes après. Vraiment, c'est horrible. En fait, il n'y a rien de gore en soi, même s'il y a des passages un petit peu... Stanley Kubrick a beaucoup joué sur la mise en scène. Il y a des petits sons, des petites musiques mises à certains moments qui font que ça rend la chose très angoissante. Parfois il y a des plans qui sont super longs et en fait il se passe rien, mais on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de par la mise en scène, de par juste le fait que c'est un film d'horreur. Donc en fait on joue un petit peu avec nous, et en fait quand on sort des 2h20 on est fatigué parce qu'en fait on se dit à tout moment il arrive quelque chose, et parfois quand on s'y attend pas il se passe des trucs de ouf. Donc en fait Shining c'est l'histoire d'une famille qui va être amené à devoir garder un hôtel durant un hiver entier en tant que gardien. Enfin, c'est surtout le père qui est embauché en tant que gardien, et ils vont devoir donc aller vivre dans cet hôtel tout seul. Et quand je dis il, je parle d'une famille, donc je parle de la mère, du père et d'un petit garçon. Pourquoi il est vide en plein hiver? Tout simplement parce qu'il est situé en plein milieu d'une montagne enneigée. Et en fait, au début, ils vont arriver, ils vont rigoler, hihi haha, on a tout un hôtel pour nous, on est très heureux, on va pouvoir faire un peu les fous, courir dans tous les sens, etc. Squatter la grande cuisine de l'hôtel. Malheureusement, il va se passer des choses de plus en plus bizarres dans cet hôtel. Au départ, il y a des petites choses qui vont disparaître à droite à gauche, et puis au final, on va commencer à voir des choses qui n'existent peut-être pas finalement. Et évidemment, la personne qui va nous inquiéter le plus sur les trois, ça sera le papa. Il va complètement vriller, il va avoir des phases d'absence. Au début, on va avoir l'impression que c'est pas lui qui parle. En fait, il va vraiment basculer dans la violence. La particularité de ce film, c'est que Stephen King a expliqué dans plusieurs interviews qu'il n'était pas complètement satisfait du résultat. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu des films de Stanley Kubrick, mais il est beaucoup dans l'interprétation. Et je pense, enfin, du moins d'après ce que j'en comprends, parce qu'après les explications ne sont pas non plus hyper claires, mais en tout cas, Stanley Kubrick a pris d'assez grandes libertés sur l'interprétation du film et forcément sur la mise en scène, et ça n'a pas forcément plu à Stephen King. Après, c'est pas le gros drama du siècle, mais c'est quelque chose à savoir aussi. Après plein d'autres best-sellers, on a un best-seller qui est beaucoup ressorti, La Ligne Verte, publié en 1996. Alors, je vous avoue une chose, je savais pas du tout que La Ligne Verte était tirée d'un roman de Stephen King. Je suis ravie qu'on le découvre ensemble, sinon si je suis nulle, je suis désolée. Et en fait, c'est l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un retraité, un centenaire plus particulièrement, va se remémorer un petit peu sa vie. Alors en fait, avant, il était gardien de prison. Et il était chargé d'emmener les détenus qui étaient condamnés à mort depuis leur cellule vers la salle d'exécution à travers ce qu'on appelle encore aujourd'hui dans certains états américains le couloir de la mort. Et donc il va se souvenir d'un homme en particulier qui l'a marqué, qui s'appelle John Coffey. Et John Coffey, en fait, c'est un homme qu'on n'a pas forcément envie d'emmerder au premier abord parce que c'est un grand monsieur baraqué. Petite précision, il est noir, donc évidemment il est confronté au système américain, soit à la ségrégation,
le racisme, la discrimination, puisqu'en plus on se situe dans les années 30. D'abord faire peur en fait aux gardiens parce qu'ils vont être impressionnés de par sa taille, de par les préjugés qu'ils peuvent avoir de lui, dû à sa couleur de peau, dû à ses origines. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure du livre ou du film que John Coffey n'est pas un homme méchant et accusé, évidemment meurtrier, parce qu'en fait il a été incarcéré pour ça à la base et il a été condamné à mort justement pour meurtre. On va découvrir que c'est un monsieur tout gentil et qui en fait est un guérisseur. Et en fait on sait dès le départ que ce n'est pas lui qui a commis le meurtre dont il est accusé, mais on sait cependant que la mort est inévitable. Enfin après là je vous avoue que je voulais raconter, on n'est pas du tout dans le domaine de l'horreur, mais on est beaucoup plus dans le domaine du fantastique, puisqu'en fait on a des éléments un peu surnaturels, mais on n'a pas d'éléments de peur. Enfin je veux dire, si vous regardez le film, vous pleurez plus que vous n'avez peur. Et si on devait parler du personnage de Stephen King, sachez que ce monsieur en interview, il est quand même assez intéressant. Dans une interview par exemple, on lui demande comment est-ce qu'il fait pour écrire autant de livres par an. Puisque quand même, je le rappelle, à l'heure actuelle on est à plus de 200 nouvelles et une 60aine de romans. Enfin, je sais pas, c'est toute une organisation d'écrire autant. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour continuer d'avoir cette imagination? Comment est-ce qu'il fait pour ne pas souffrir du syndrome de la page blanche? Et en fait, Stephen King va répondre qu'il consacre au minimum 3 à 4 heures par jour au fait d'écrire et qu'il se fixe des objectifs. Par exemple, il a l'objectif, de manière générale, d'écrire 6 pages par jour. Mais il n'écrit pas 6 pages pour écrire 6 pages, il écrit 6 pages, mais dans ces 6 pages, il va les retravailler, les relire, etc. Et tout ça doit être fait en une journée. Bien évidemment, ça reste un objectif, donc il sait qu'on a des rendez-vous, qu'il y a des imprévus, tout ça. Donc en fait, le but est d'écrire un minimum de minutes ou d'heures par jour. Et comme je le disais, Stephen King, il a publié une 60aine de romans, mais il a également publié sous un autre nom, Richard Bachman. En fait, Richard Bachman, c'est un nom de plume, c'est un pseudonyme qui a été inventé parce que en fait il avait trop de livres à sortir, visiblement c'est une machine à écrire ce monsieur, et il ne voulait pas publier sous le nom uniquement de Stephen King plusieurs nouveautés par an parce que ça risque de perdre le lecteur. Un auteur à succès sort en moyenne un livre par an, ce qui est déjà pas mal puisque les lecteurs n'ont pas forcément le temps ni l'envie d'acheter plusieurs Stephen King par an. Donc forcément, sortir sous un autre nom permet de faire d'autres ventes ailleurs et évidemment de ne pas saouler entre guillemets le lectorat avec le nom de Stephen King. C'est également dans une interview que j'ai trouvée sur YouTube sur la chaîne Manufacturing Intellect datant de 1993 qu'en fait il explique qu'il a toujours aimé écrire parce qu'en fait ses parents eux-mêmes écrivaient. Maintenant la question c'est pourquoi l'horreur ou pourquoi le suspense comme il le définit plus tôt. En fait il explique que quand il était plus jeune, il devait avoir une dizaine d'années, il y avait un tueur en série qui a été arrêté. Elle avait vachement intrigué cette histoire justement parce que sa photo était passée et en regardant sa photo, il n'avait rien vu. Dans les yeux de cet homme, il n'avait vu aucune humanité et aucune histoire finalement. Ce qu'il voulait, c'était inventer une histoire autour de cet homme. Je sais pas si c'était pour se rassurer, j'ai pas vraiment l'explication là-dessus, mais effectivement c'est ce qui a fait que par la suite il a développé un certain intérêt pour le côté suspense, horreur, tout ça. Il explique également que pour tenir un lectorat ou une audience, il faut jouer avec l'interdit, jouer avec les peurs des gens. Parce qu'en fait, jouer avec la peur de quelqu'un, c'est ce qui va le tenir en haleine, mais c'est ce qui peut aussi le surprendre. Il prend donc le magnifique exemple de Cimetière, qui joue avec la pire peur, tout parent qui puisse exister, perdre son enfant. Et comme le dit si bien Stephen King, les gens ont tendance à dire qu'une bonne fiction est un mensonge. Moi, je dirais qu'une bonne fiction est une vérité dans un mensonge. On attribue souvent l'horreur à Stephen King parce qu'il a commencé avec Carrie, avec Shining et il a continué avec Cimetière, mais il a su développer par la suite d'autres sous-genres dans le domaine de l'horreur, par exemple le policier, la science-fiction, un peu de fantastique. Et c'est également un point qui me fait énormément penser à la collection Chair de Poule, parce qu'en fait, littéralement, la collection Chair de Poule, c'est le Stephen King adapté aux enfants. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même processus d'écriture et pour ça je vous renvoie donc aux 2 vidéos que j'ai réalisées sur la collection Chair de Poule. En fait, Chair de Poule va jouer sur la peur des enfants et donc Stephen King va jouer sur la peur des gens. Il a donc eu un impact considérable sur les générations qui ont suivi et il a également contribué à la popularisation et en fait à l'extension, juste au développement du genre de l'horreur
dans le domaine littéraire. Enfin, évidemment, si on devait remonter à l'histoire du livre d'horreur, ça remonterait à bien plus longtemps. Maintenant, dans la littérature contemporaine, effectivement, Stephen King est quand même le roi. Le point assez important dans les livres de Stephen King, c'est également qu'il aborde des thèmes assez divers et surtout des sujets sociétaux assez sensibles, notamment le harcèlement, la perte d'enfants, la relation qu'on peut avoir avec nos animaux par exemple. Tous ces thèmes-là sont forcément abordés à travers ses œuvres et c'est ce qui fait aussi que ça peut toucher un certain public. Je vous invite donc à aller découvrir ses œuvres, que ce soit en version film ou en version livre. Et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur parce que je pense qu'à travers une 60aine de romans, il y a forcément un livre qui vous plaira. Moi, je suis actuellement sur le livre Plus noir que noir, qui a été publié en 2024, je suis en train de vous dire une bêtise de fou, qui a été donc publié en 2024 et qui est donc un recueil de plusieurs nouvelles. C'est quand même un gros pépère et en fait j'ai lu à peu près 5 nouvelles pour l'instant. Par la science-fiction, on passe pas mal par l'horreur encore, hein, parce que forcément ça reste son domaine de prédilection. Mais c'est vrai que je suis assez surprise. Et en attendant, n'hésitez pas à aller me retrouver à la fois sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller me retrouver également sur Instagram. Je ne sais pas si vous y serez, mais moi je serai au Salon du Livre de Paris. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Point Littérature.